Third Bridge. On travaille toujours sur la prochaine update. Bienvenue au troisième épisode de l'Update Third Bridge. On dit troisième, mais c'est pas nécessairement le troisième. Ce que les gens doivent savoir, c'est que lors du premier enregistrement, on en a filmé 3. Il y en a juste 2 qui ont make le cut, mais c'est notre première fois. Faites-nous confiance, on a du jugement, c'était pas bon? C'était pas bon, vous voulez pas l'entendre. Peut-être un jour, quand on sera plus à l'aise, on pourra révéler du contenu inédit, mais on vous le recommande pas. Des fois, il faut savoir dire non. Exact, c'est ça. Mais ouais, fait que bienvenue, Update Third Bridge, 3e épisode. C'est, encore une fois, on se rappelle un podcast où chez Third Bridge, on se permet de laisser un peu la programmation et le développement d'applications de côté pour explorer un peu plus l'industrie du numérique. Puis aujourd'hui, c'est excitant parce qu'on a notre premier invité externe à Third Bridge, François-Jérôme Gosselin. Allô? Ah, j'ai oublié de mentionner qu'Alex était là. Alexandre Saint-Aubin, aussi notre directeur général, est avec moi encore aujourd'hui. Il a trop été bon dans l'épisode 2. Merci. Fait qu'on le réinvite. C'est correct. J'ai manqué ma shot au 3, mais personne ne le saura. Fait que là, c'est ma vengeance. C'est l'épisode 3 pour vrai. Là. Juste moi qui le sais. Bravo. Mais Merci. oui, François-Jérôme, merci d'être là. Comment tu te sens d'avoir un setup? C'est-tu ton premier podcast? C'est pas mon premier podcast, mais j'en ai plus fait en COVID, comme je disais tantôt, là, le mot qu'il faut pas dire. Hey. Mais c'est ça, fait que c'était beaucoup avec des micros, des AirPods, puis mes écouteurs. T'avais pas le setup? Non, il n'y avait pas le gros setup comme ça, fait que je suis content. Ouais. Comment tu te sens sur 10? Ah, je me sens super bien. Je suis sûr que mon partner va être fier de moi. Il fait plein de podcasts aussi avec des gros micros, puis tout ça, fait qu'il va être content. Ouais. Fais ton tour. Ouais, à mon tour. Fait que ouais, on n'a pas hésité une seconde pour t'inviter pour notre premier épisode parce qu'on se disait que non seulement tu avais beaucoup à nous apprendre, mais également que tu allais donner un bon show. On est confiant que tu vas être un bon invité. Pressure on, c'est bon ça? Pour mettre un peu de contexte à nos auditeurs, François-Jérôme est président de la firme spécialisée en e-commerce Novatez qui a été fondée en 2014. Puis aujourd'hui, on avait envie que François vienne juste jaser avec nous un peu, nous en apprendre davantage sur le e-commerce puis sur son parcours entrepreneurial. Mais avant même qu'on commence, peut-être que tu nous expliques, j'ai de la misère avec mes mots, explique qu'est-ce que ça fait Novatez dans la vie de tous les jours. Ben oui, absolument. Novatez, tu l'as dit, on est une firme spécialisée en commerce électronique. On a différents types d'activités à l'interne, là, c'est-à-dire que autant qu'on va avoir un côté plus traditionnel agence, là, puis je dis traditionnel dans le sens où on va travailler beaucoup sur la croissance des clients, la performance, fait que tout ce qui est marketing numérique, fait acquisition, rétention, donc on peut penser à de l'acquisition publicitaire ou organique, on peut penser à du email marketing, tout ce qui est là pour faire grossir une base de clientèle pour les clients puis les amener plus loin, aller dans un autre marché, exemple. Puis on a aussi un côté qui est plus modernisation technologique. Donc là, vraiment, on va parler d'écosystème technologique pour du e-commerce spécifiquement. Fait qu'on peut travailler avec des systèmes existants comme Shopify, Magento, puis tout ça. On peut aussi en faire un petit peu plus custom. On va utiliser différentes composantes à gauche puis à droite pour créer quelque chose de plus personnalisé pour le client. Mais c'est ça, on a ces deux axes-là. Puis aussi, à travers ça, on a développé une pratique avec les années de distribution numérique. Là, fait qu'on, pour les marques qui vont aller sur, exemple, des places de marché comme Walmart, Amazon, puis etc., il y en a quand même plusieurs qui existent. Fait qu'on accompagne pour maximiser ces différents canaux-là. Puis, généralement, c'est tout chapeauté aussi par une stratégie d'affaires numériques qu'on va venir proposer aux clients. Fait que là, ça fait beaucoup de choses. Mais essentiellement, on regarde pour la performance au niveau, performance e-commerce, les ventes, l'adoption par la clientèle, puis on va regarder aussi la portion toute technologique. Là. OK. Puis c'est souvent des gens plus, des compagnies qui sont déjà établies dans l'e-commerce qui vont venir voir ou vraiment des gens qui partent from scratch? Généralement, c'est quand même, je te dirais que si on recule d'une couple d'années, là, les gens partaient ou ils l'avaient essayé, ça n'avait pas marché, puis tout ça. Là, on est beaucoup dans une phase, là, je pense, où on est en optimisation, on est en développement de marché, on regarde aussi des nouveaux modèles d'affaires, des nouvelles stratégies pour essayer de passer au next step. Tu sais, généralement, le transactionnel est établi. Par contre, on voit des super belles puis grandes entreprises dans le secteur B2B qui n'ont pas encore fait cette transition-là parce que c'est une logique d'affaires qui est un petit peu plus complexe. Fait que ça, on va accompagner aussi beaucoup là-dedans là, parce que chaque entreprise a sa réalité, puis des fois, il n'y a pas un système qui est parfait pour tout le monde. Fait qu'on accompagne là. Fait que généralement, des entreprises qui l'ont déjà essayé ou qui sont assez établies, puis là, on essaie d'aller leur faire chercher le prochain niveau. Là. J'ai envie de poser une question Cendrillon, disons. Oui. J'aime beaucoup l'espèce de conte de fées d'un commerçant qui est un peu dans de la misère à aller rejoindre son marché, justement, puis là, tout d'un coup, il se pose les bonnes questions, il décide que c'est en e-commerce le futur, s'intègre une solution, une plateforme de vente en ligne, puis là,
redevient pertinent, retrouve sa clientèle, etc., etc. Est-ce que vous aidez beaucoup des petites business de cette nature-là au Québec? Oui, on en a fait beaucoup, puis on en fait encore. Là, je te dirais que c'est comme je disais tantôt, il y en a qui vont avoir une certaine clientèle avec le temps, puis là, le numérique qui a avancé énormément dans les dernières années, là, va reprendre un petit peu. Puis on l'a vu beaucoup dans le mouvement local, là, c'est niaiseux, mais pendant la pandémie... Zéro niaiseux en passant, je suis très content de ce mouvement-là, puis tout le monde a embarqué. Absolument, mais je pense que c'était comme... Des fois, on cherche tout le temps la grande stratégie pour amener le plus de monde, tout ça, puis des fois, juste en s'adressant plus localement à son marché, puis on se rend compte que les gens sont prêts à supporter, puis ça, puis on l'a vu pendant cette phase-là qu'on a tous vécu, puis ça a fait quand même un mouvement de clients qui sont loyaux, on a eu, juste en donnant une bonne expérience, puis en montrant ce que le monde voulait chercher, puis en s'affichant comme étant local, puis montrant des bonnes valeurs d'entreprise. Le mot-clé. Il y avait ça. Puis il y avait une autre chose aussi, c'est niaiseux, mais des fois, on regarde les statistiques des pages les plus visitées sur des e-commerce, qui ont des milliers de pages de produits, etc. Puis la page à propos est souvent beaucoup là. Les gens se posent des questions. Ils veulent du local, ils veulent du éthique, ils veulent du responsable. Ils veulent comprendre derrière c'est qui, ils sont prêts à encourager. Les gens, ils vont regarder c'est où qu'ils vont mettre leurs sous. Fait que honnêtement, déjà ça, pour la partie contenu, ça vaut la peine. Moi, j'ai même l'impression que personnellement, je l'ai vu, mon changement de comportement, me renseigner avant d'acheter, c'était pas nécessairement, disons, une habitude, le standard avant la pandémie. Sure, oui, là, des petites recherches, mais là, maintenant qu'on achète presque tout en ligne, c'est accessible, puis c'est important, puis une entreprise qui veut réellement atteindre sa clientèle se donne une stratégie comme celle-là où on le met de l'avant, les valeurs, puis les valeurs des fournisseurs autant que les nôtres, si elles sont alignées, ben justement, on a un bon résultat puis un beau projet livrable e-commerce. Là. Je rajouterais même que, tu sais, souvent, quand on regarde, après ça, on peut parler d'international, puis tout ça, mais, tu sais, des fois, il y a des produits qu'on peut retrouver local, mais on va quand même peut-être préférer certaines marques internationales. Mais tu sais, il y en a des compagnies internationales qui font très bien le Think Global, Act Local, si je peux le dire comme ça. Puis tu sais, ça va aider l'économie locale aussi, tu sais, dans la façon qu'ils vont le faire. Fait qu'il y a différentes pratiques que les compagnies internationales vont amener ici. Que ça aussi, on peut aider à développer pour s'assurer qu'il y a quand même un retour dans l'économie puis que ça se fait bien. Puis c'est une bonne stratégie pour ces entreprises-là. Là. Fait que, Cool. Puis j'en reviens un peu à tantôt, là, on est allé un peu plus loin, mais niveau offre de service, tu en as parlé, c'est très, très large. Là. Profil d'employé, ça ressemble à quoi? Vous devez avoir des devs, des stratèges. Oui, puis c'est ça. Puis oui, l'offre de service est quand même large parce qu'on se positionne comme... On veut être un partenaire de choix dans le commerce électronique, mais ça reste qu'on fait juste ça. Fait quelqu'un qui va venir et qui va dire « Je veux une application pour faire telle chose web plus spécifiquement. Je vais les référer à d'autres gens. Donc... oui, mais sans être large, plus 360. Exact, 360 dans le commerce électronique. Puis, au niveau du profil d'employé, ben effectivement, on va avoir des développeurs, autant back-end que front-end. On va avoir on a une structure agile aussi, donc on va avoir des product owners, chef de produit en français? Les anglicismes me sont permis dans ce podcast. Oui, celui-là, je me suis même jamais donné la peine de le traduire. Je peux vous en apprendre un. Scrum Master. Vas-y. Maître de mêlée. Donc, voilà. Traduction directe. Je le dirai toujours maintenant. PALN peut se considérer un maître de mêlée. Voilà. Donc, gestionnaire de projet, chef de produit, maître de mêlée. On a aussi les designers UX, UI. Fait que tout ça, ça ressemble, ça va beaucoup dans la partie modernisation technologique, mais quand même, ça va appuyer la partie agence, croissance, tout ça, qui est composée de spécialistes marketing. On va avoir des stratèges qui vont être spécialisés plus en acquisition, d'autres en rétention. Fait qu'on peut penser aussi à email marketing, acquisition sur différents canaux publicitaires. Puis on va avoir aussi tout le volet distribution numérique que je parlais tantôt, là, qui est au niveau des marketplaces dans tout ça. Fait que ça, c'est beaucoup les opérations, mais il ne faut pas oublier aussi les services internes comme le RH, le marketing, les finances. Oublie jamais. Mais c'est ça, vous êtes combien? L'entreprise, on est 60 actuellement. OK. Ouais. Belle équipe. Mais c'est ça, vous avez connu une vraiment grosse croissance dans les dernières années. Là. COVID on était heureusement du bon bord, donc chanceux pour nous. Puis je pense que non, on a une super belle équipe qui a été opportuniste là-dedans aussi. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis ça reste que quand c'est arrivé, tout le monde ne savait pas trop où aller. Fait que pendant cette période-là, je reviens là-dessus, mais juste parce qu'on a passé quand même de 17-18 personnes à 60 personnes en peut-être 12-18 mois. Là, fait que ça a été très rapide.
Ouais, fait que là, on est comme le après où on se structure pour dire, OK, prochaine phase de croissance, ça ressemble à quoi, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Mais oui, c'est ça. Aujourd'hui, nous voilà. Moi, j'ai entendu je prends une tangente, mais ramène-moi quand t'es tanné, là, mais j'ai Absolument. entendu une théorie dernièrement, Charlotte Alex Huard de Rum Code. Il me disait, à partir du moment où tu as 25 personnes dans l'équipe, là, tu commences probablement à avoir besoin d'un middle management, cadre intermédiaire en français, puisqu'on traduit tout sur ce podcast. J'aimerais qu'on arrête à l'instant. Puis, je ne m'étais pas vraiment posé la question. Pour être honnête, rendu là, ça a été naturel. On a eu de l'aide, on a mis le middle management en place. Puis ça a été, il y a des enjeux, évidemment, puis des défis, mais ça a plutôt bien été. On est un peu, j'ai le goût de dire, comme vous, rendu là, à se restructurer après une grosse phase de croissance. Mais justement, est-ce que tu étais conscient de la règle du 25? Vous l'avez fracassé justement dans la même période. Tu dis de 17 à 60. Vous avez mis en place du middle management. Raconte-nous. Oui, clairement, on en a mis en place. 25, je ne savais pas. Mais je te dirais qu'à un moment donné, quand ça va vite comme ça, on le sait, là, des fois, tu prends des décisions avec ton gut, on va dire. Puis je pense que ça vient beaucoup à écouter les demandes des gens puis à se rendre compte à un moment donné que s'il y a des balles qui s'échappent, tu as besoin d'aide en quelque part. Fait que là, tu commences à te poser des questions. Normalement, tu essaies de le faire avant que tu échappes des balles trop importantes. mais le point, c'est qu'effectivement, à un moment donné, on arrive. Puis nous, on le voyait, on s'était beaucoup posé la question sur combien de gens dans une équipe pour avoir un lead. Middle management, c'est ça chez nous. Donc, on s'est posé ces questions-là aussi pour se dire, dépendamment des différents corps de métier, c'est où c'est quoi le chiffre clé pour qu'on ait besoin d'avoir un petit peu de supervision là-dedans. C'est pas tout le temps la même chose, hein, dépendamment des différents corps de métier, des responsabilités avec les clients, à quel point il y a besoin d'avoir beaucoup de teamwork tout le temps. Ça peut varier. Fait que c'est juste important de poser les bonnes questions puis d'en jaser avec l'équipe et de dire, là, avez-vous l'impression que vous avez l'appui que vous devez avoir aussi? Puis là, si jamais on se rend compte qu'il y a un certain côté qui se prend, on agit. J'aime ça, c'est naturel finalement. C'est ça, il y a beaucoup de la solution qui est souvent juste d'écouter ce que le monde a besoin. Là. C'est plate comme réponse. Hein? Non, mais c'est absolument vrai. C'est la réponse de l'entrepreneur, dans le fond, dans le sens j'y suis allé à l'instinct. C'est pas mal ça qu'on a fait à date aussi. Ça va être un segment, ça, c'était bon. J'y suis allé à l'instinct. Oui, mais là, on est allé vite. On a skippé une de mes questions que je voulais qu'on commence avec, c'est-à-dire ton histoire entrepreneur. Là, on est allé tout de suite dans la croissance, mais là, vous êtes 4 partners, 5 partners? Dans Novatez, on est 3 partners. 3 partners? Oui. J'étais loin. Mais comment ça a commencé tout ça? Raconte-nous. Je pense mon histoire, je me sens vieux, là, c'est fou. Écoute, je suis né à Québec. Ça nous intéresse, les bons boys de Québec, on en a. Non, mais tu sais, mettons que je parle d'entrepreneuriat, là, c'est un petit peu ça ta question. Là. Écoute, j'ai pas le choix de parler de mes parents, là, nécessairement, là, parce que je pense que ça vient de là beaucoup, mais tu sais, mes parents ont toujours été dans le domaine du service aussi, mais service plus professionnel, tu sais, en cabinet, puis tout ça. Mais ça demeure qu'ils ont toujours servi des clients. Ils me racontaient l'histoire de leurs clients. Ils étaient bien fiers de leurs clients toujours. Puis tu sais, en tout cas, fait que j'ai comme baigné dans ce monde-là. Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé, j'ai fait un drôle de mix. Je suis comme devenu un petit peu, j'étais allé en entrepreneuriat parce que mes parents regardaient ces histoires-là puis admiraient ça. Puis de l'autre côté, j'ai pris leur tangente parce qu'ils étaient dans le service aussi. Là. Fait que j'ai comme fait un blend des deux. Là. C'est une réalisation qui date pas de si longtemps que ça quand même. Là. Fait que, c'était le fun ça. Puis sinon, je te dirais, j'ai toujours une passion d'essayer de regarder, tu sais, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui manque dans un certain marché. Ça peut être géographique ou une industrie. Puis qu'est-ce que les gens vont triper, puis tout ça, là, à un moment donné, quand j'étais jeune, j'avais un rêve qu'il y ait pas un Starbucks, mon Dieu, un hard rock à Québec. Puis j'étais avec le festival d'été, puis moi j'aimais ce genre de la musique rock, puis tout ça, puis là, j'étais comme, ça serait le fun, puis ça. Finalement, mon plan d'affaires était pas top-notch, mais c'est correct, j'étais jeune. Mais finalement, après ça, déjà, quand j'étais au secondaire, on avait fait, un ami et moi, plateforme pour juste de la recherche d'emploi pour étudiants. Ça vient quand même bien fonctionner, mais on recule, on était en 2010-11, là, puis modèle monétaire sur Internet n'était pas si facile que ça, fait que puis on était plus jeunes aussi, fait que la pression avait switché. J'ai eu une compagnie de déneigement de toiture aussi. Oui, nice. Quand même. Hein, dans le service, on est dans le service. Oui, on est dans le service. J'explorais, mais après ça a montré quand même différentes facettes de la gestion de différents types de clients, puis
une équipe différente aussi, etc. T'avais quel âge à ce moment-là? J'étais au cégep. OK. Ouais. Side business, genre. Oui, je pense que ça a toujours été ça un petit peu. Hein. Ouais. Quand j'étais à l'école, j'étais un C-student, là, on va dire ça de même. Là. Je pense que mes partners aussi étaient pas mal... là, je ne veux pas parler de leurs notes, là, pendant qu'ils sont pas là. C'est gênant. Mais ouais, c'est ça, c'est tellement gênant. Mais tu sais, je pense que ça nous animait d'avoir tout le temps ce type de projet-là. Puis, fait que rendu à l'université, je peux aller sur le Novathèse au début ou peu importe, là, mais tu sais, c'est conclu par ça. J'étais avec PO, mon autre partner, puis... honnêtement, on n'a pas eu d'idée pour Novathèse. C'était pas vraiment... Je pense que c'était vraiment naturel. À un moment donné, quelqu'un avait besoin d'un site web. On a fait un site web vraiment normal. Là, c'était comme, OK, ben on a aidé cette personne-là. On peut-tu en avoir un autre? Puis là, tranquillement, pas vite, on s'est dit, OK, ben tu sais, dans le e-commerce, c'est pas vraiment de gens. On était en 2014, puis ça commençait. Fait qu'on on a dit, OK, on va essayer quelque chose. Puis on a eu un premier mandat. Encore là, on savait même pas qu'on partait d'entreprise. Mais avec un traiteur à Québec qui nous a fait confiance, que cette personne-là voulait automatiser ou informatiser toute sa prise de commande. Et puis là, il y en avait des règles. Il faut que tu prennes des bouchées, mais par multiple de 8. Puis là, si la personne a coché allergie aux peanuts, il faut que j'annule ça. Il faut qu'il y ait un minimum de commandes. Puis là, il n'y avait pas de système qui existait pour ça. Là. Fait qu'il a tout fallu qu'on fasse ça, puis qu'on l'apprenne. Mais ce qui était vraiment le fun, c'est que cette entreprise-là nous partageait ses chiffres, ses ambitions, vraiment, qu'est-ce que ça allait permettre d'y faire. Puis c'est là où on a fait, OK, ça, c'est le fun. Ouais. On jase avec le monde, on a l'impression de faire une différence dans l'entreprise. Puis là, on a pris la décision avec ce mandat-là de dire, regarde, pourquoi pas, tu sais, puis ça avait bien marché. On avait livré quelque chose qui faisait du sens, fait qu'on est allé de l'avant avec ça. Puis est-ce que toi ou PO aviez un background plus informatique ou pas vraiment? Écoute, on a pris la branche. Puis c'est important aussi de dire que dans tout ça, au début, là, Phil, le troisième partner, est arrivé comme pendant le mandat. Puis il y avait un aspect très marketing aussi de la chose. Là, fait que ça a aidé sur bien des trucs. Là. Puis on est arrivé, les skills techno, je vais être honnête, au début, là, c'était. Mais tu sais, à l'époque, c'était beaucoup ça. Tu écrivais How to code a website dans Google. Puis là, ça te sortait une couple d'affaires. Là, puis, je ne vais pas minimiser non plus ma formation technique, mais en effet, j'ai appris à apprendre à l'université en informatique. Là. Après ça, débrouille-toi, parce que ce qu'ils t'apprennent à l'université, c'est pas ça qui va t'être utile par la suite. C'est probablement vrai dans bien des domaines. Ouais, puis tu sais, moi, en tout cas, moi, je suis un grand fan que la passion peut jouer beaucoup aussi là-dedans. Puis tu vas apprendre ce que tu as envie d'apprendre aussi. Puis, tu sais, PO était vraiment fan de back-end. Moi, j'étais vraiment fan de front-end. Puis, fait que, ouais, c'est ça. Ça a comme fait un beau mix là-dedans. Fait qu'on a réussi à livrer quelque chose qui avait du sens. Mais je dois dire que à l'école, il y avait un cours qui nous a quand même allumé parce qu'on a fait la branche système d'information organisationnelle. SEO. Il n'y a pas beaucoup de monde qui prenait ça. Là, moi, je me demandais, là, va-tu falloir que j'aille ça va être quoi l'emploi que je vais avoir après? Là? Fait que là, j'étais comme, en tout cas, des grosses questions. Là, puis, mais il y a un cours quand même sur le commerce électronique. Puis quand on l'a fait, ce cours-là, on avait déjà l'expérience du premier mandat. Puis ça a comme confirmé certaines affaires. Puis ça, fait que, la passion. Oui, c'est ça, la passion. Fait que là, l'université, vous avez fait un mandat. Une fois que vous avez fini l'université, les trois, vous vous êtes dit, let's go, on part, on fait ça à temps plein. Puis c'est ça que vous faites. C'est votre job d'adulte. On revient à l'épisode 1. Ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 1, allez l'écouter. Job d'adulte. Ouais, c'est bon, ça. Parce que PE et Nick, c'est Third Bridge, c'est leur seul et unique job d'adulte qu'ils ont eu dans leur vie. C'est bon, ça. Okay, fait que est-ce que tu te considères que Novathèse, c'est la seule et unique job d'adulte que tu as eu? Ouais, je pense pas que j'étais un vrai adulte avant. C'était vraiment une bonne question. Là. J'ai déjà été sales rep. Je vendais des cartes de crédit dans les Canadian Tire. Après l'université? Non, je pense que je commençais à l'université. OK, fait que t'étais pas un adulte. Non. C'est correct. OK, c'est bon, parfait. Fait que t'as jamais eu d'autre job d'adulte que Novathèse? Non, je me suis formé vraiment sur le tas. Cool. J'ai envie de parler de l'attrait aussi de l'entrepreneuriat. Avant même que je sache que ça me tentait, là, j'avais déjà remarqué que c'est comme le métier le plus, disons, valorisé par la société, ou l'un d'entre eux. Là, il y a comme une couple que la société t'envoie un message clair. Médecin, t'es correct. Professeur, c'est une vocation. Infirmière, merci pour vos services. Une chance qu'on vous a. Puis là, à un moment donné, quelque part, il y a l'entrepreneur qui vient, puis c'est super valorisé. Tu l'as ressenti? Ça a affecté ta décision ou c'est juste naturel puis t'avais l'instinct? Au début, ça? Ouais. Ah non, moi, c'était le contraire. Mais pas que c'était pas valorisé, mais je te dirais qu'au début... Moi, j'avais toujours été élevé par des parents qui disaient, là, tu vas aller chercher de l'expérience. Puis là, à un moment donné, tu vas avant de te lancer. Oh, oui, lancer après l'université, voyons, franchement, c'est quoi cette histoire-là? Puis, mon père, dans le domaine,
comptabilité puis tout ça. Fait que là, lui, il fallait que j'y montre un état financier là, à un moment donné pour qu'il dise « OK, t'as une vraie job d'adulte. » Pour... fait que, à un moment donné, on l'a eu. Puis c'était le fun. Mais je te dirais que c'était une grande question, moi. Que c'était... Puis, écoute, avec du recul, je suis super content. Puis, moi, je dis tout le temps qu'il y a une partie de chance aussi. Là. On fait sa chance, mais il y a une partie de chance. Puis, commerce électronique, en 2014, on a pris un guess, honnêtement. Puis, aujourd'hui, c'est facile de dire oui, ça va marcher, mais à l'époque, il fallait même pas vendre Novathèse, il fallait vendre le commerce électronique. Ben oui, les gens vont acheter sur ton site Internet, c'est possible que les gens rentrent une carte de crédit. Puis encore là, on réussissait pas tout le temps à convaincre les gens. Fait que c'est là où la question était beaucoup là-dessus sur OK, je vais-tu prendre de l'expérience, puis après ça, je pense à quelque chose. Je savais toujours que je voulais faire un projet, mais la question de timing était importante. Nice. Puis de là où la COVID, justement, a eu un impact, dans le sens où tout le monde, soudainement, voulait vendre en ligne. Démocratiser, entrer ta carte de crédit sur un site web. Maintenant, il n'y a plus grand monde que ça inquiète. Non, c'est ça. C'est ça. Puis je te dirais même sur un téléphone mobile. Tu sais, avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais je pensais à ça. Puis il y a eu comme une époque là, où on magasinait un peu sur notre téléphone, on se le permettait, mais on faisait l'achat sur notre ordi. On voulait pas le faire sur notre téléphone. Soit que c'était trop compliqué ou on le trustait pas, je sais pas. Mais il y a eu cette période-là, tu sais, où on revenait sur notre ordinateur de bureau. C'est drôle, ça. Fait que... C'est encore moi à ce jour, mais juste parce que mon numéro de carte de crédit est sauvegardé sur mon ordi. Maintenant, les gens savent qu'ils peuvent voler mon ordi puis ils vont avoir mon numéro de carte de crédit. On en révèle des choses dans ce podcast. Mais justement, en parlant un peu de mobile, ma question était un peu plus parce que nous, tu sais, on fait des applications mobiles, ça tombe bien. Puis je me demandais justement, tu sais, des grosses compagnies qui sont déjà super bien établies dans le domaine du e-commerce sur le web, pourquoi ils font le switch? Mettons, je pense à un Simons qui a une application mobile transactionnelle. Pourquoi avoir une application et quand tu fonctionnes déjà bien sur le web? Oui, c'est une bonne question. Je serais curieux d'avoir votre take après aussi, là. Mais... pour moi, une application mobile, c'est un outil pour, j'essaie de le phraser, là, mais pour essayer d'optimiser la synergie entre tout ce qui est numérique puis le physique. Beaucoup, là. Puis tu as des capacités sur un téléphone non plus que tu n'as pas nécessairement sur un navigateur, par exemple. Fait que pour moi, ça prend tout son sens de faire ça. Pour les bonnes raisons, naturellement. Si tu fais juste répliquer ton expérience e-commerce sur une application mobile... Il n'y a pas de valeur ajoutée. Il n'y a pas de valeur ajoutée, puis il y a plusieurs personnes qui l'ont essayé, ça n'a pas marché, puis après ça, bon. Fait, mais par contre, ce qu'on voit beaucoup dans notre secteur, si on parle beaucoup du B2C, tu vas voir l'utilisation de la caméra pour scanner des codes barres en magasin, des choses, avoir de l'aide instantanée dans un magasin aussi. Fait que si tu as l'application aussi, tu as accès à un petit peu plus de données. Il y en a qui vont avoir des beacons dans les magasins. Ils vont être capables de faire une expérience un petit peu plus géolocalisée. On voit beaucoup de choses aussi avec la réalité augmentée. Fait que dans le domaine du meuble, par exemple, ou d'autres affaires, puis il va en avoir encore plus pour visualiser ça à la maison. Ça l'aide à l'achat. Tu l'as pour... maintenant, tu as tellement de compagnies de cosmétiques, tu peux l'essayer dans ta face, des compagnies de lunettes aussi. Puis là, maintenant, à cause de tout ce qui est sorti en intelligence artificielle, même du linge, je sais pas si vous l'avez essayé, il y en a qui existent, là, qui commencent à sortir, là, puis tu vas essayer des pièces de vêtements sur toi, puis écoute, c'est quasiment comme si... En fait, c'est comme si tu prenais une photo vraiment réaliste. Puis tu sais, il ne faut pas oublier que, oui, il y a plein d'affaires qu'on peut faire avec le site web en tant que tel aussi, mais une application mobile, ça va amener une simplicité aussi. Puis je donne tout le temps l'exemple de... C'est niaiseux, là, mais de les compagnies de... Tu cherches une maison à acheter ou un appartement. Fait que les realtors centristes de ce monde, puis ils ont une application, puis tout le monde là, mais sur leur site web, tu as les mêmes fonctions. C'est juste que c'est plus convivial. Beaucoup plus convivial. Tu l'as, tu peux avoir tes notifications, tu as d'autres affaires. Fait que il y a ça aussi qui arrive en ligne de compte. Aussi. L'accessibilité, c'est beaucoup plus rapide à avoir accès à ton application tout de suite. Puis il y a une autre chose aussi qui est importante là-dedans, parce que ça, tu as tous les bénéfices pour l'utilisateur, mais les bénéfices pour un commerçant, par exemple. Une session d'un utilisateur sur une application mobile est beaucoup plus longue, tu as beaucoup plus de données dedans qu'une session sur un e-commerce. Mais ça, c'est parce que ton e-commerce, tu vas aussi l'optimiser. Quand je dis un e-commerce, c'est la plateforme web. Là, tu vas l'utiliser, tu vas l'optimiser pour avoir aussi des j'essaie de le dire en français, check-out as guest, des commandes d'invités. Fait que tu n'obliges pas nécessairement ça, tandis que souvent, dans une application, tu vas ouvrir l'application la première fois, tu vas avoir un tutoriel qui va dire, tiens, crée-toi un compte, ça va servir à ça, etc., etc. Fait que
Puis après ça, la session, elle reste là. Puis après ça, tu as ta donnée. Fait que je trouve que ça va de pair. Les deux vivent super bien ensemble. Puis il y a des subtilités, mais il y a des différences d'utilisation. Puis moi, il y a une métrique aussi que j'aime bien regarder pour voir si quelqu'un est peut-être rendu là. Mais ça, je serais curieux d'en entendre parler. Là. Mais plus tes sessions sur ta plateforme web sont longues puis pertinentes, plus tu as de chances de succès aussi d'avoir une application mobile juste parce que tu as un certain engagement de la part de ta clientèle. Fait que le coût du download, on va dire ça, même s'il est gratuit, il est pas cher pour un utilisateur quand il voit de la pertinence en ta marque. Ouais. Fait que... Good. Droit de réponse. Vas-y, OK. je le donne. J'adore ce que tu dis. C'est de l'intimité, une application mobile. Ouais. C'est dans ta vie. Moi, j'aime, même dans un contexte hors e-commerce, la question qu'on pose toujours quand un client arrive avec un projet d'app mobile, c'est la fréquence d'utilisation. Parce qu'à partir du moment où on dépasse, très simple comme question, là, si c'est une fois par mois, on s'attend à ce que tu ouvres l'app, ben, tu n'as peut-être pas besoin d'une app mobile parce que c'est pas à ça que ça sert. Right? Tu veux l'avoir dans ta poche, ça veut dire que tu veux y accéder plusieurs fois par jour, probablement. Là, tu as un cas de figure qui justifie une app mobile. L'expérience e-commerce d'un Simons, par exemple, si c'est magasiné en ligne, ben, tu es vraiment en train de magasiner tes prochains T-shirts. D'ailleurs, c'en est un, le Vision coton éthique. Fait que je vous le recommande sur simons.com. Mais si tu es sur ton app mobile, ben, tu es plus en train de vivre ton expérience en magasin ou probablement que tu es en déplacement puis tu te bâtis un panier, mais il y a une intention complètement différente puis elle est probablement très fonctionnelle, tandis que on est plus vitrine dans le web, mais là, ça, c'est moi qui simplifie, là. Mais je vois nécessairement un besoin d'y aller souvent si tu as une app mobile. Oui. Mais puis je pense que tout ça, ça vit bien ensemble. Ça sert toujours à donner l'expérience la plus complète à ton client au final. Là. Puis la donnée va se partager, tu vas avoir accès à l'information à un endroit ou à un autre, puis le but, c'est de donner le meilleur service. Fait que, non, je suis complètement d'accord. Bravo pour le droit de réponse. Écoute, merci. Il y a quelque chose de fidélisant aussi là, avec l'application, là, autant pour le commerçant que pour l'utilisateur de l'application. On ne l'a pas mentionné, mais les programmes de loyauté, ça vit main dans la main avec une app mobile. Oui, effectivement. Puis, Cool. Mais sinon, je reviens un peu encore niveau entrepreneur. Là, j'ai pris une tangente, mais j'avais pas fini sur l'entrepreneuriat. J'étais intéressée. On en a parlé un peu off-cam, là, mais là, j'avais dit à François Jérôme, réponds pas parce que je veux te le demander dans le podcast. Mais vous avez plusieurs autres entreprises chez Novatize, right, internes à la compagnie. Parle-nous un peu, je pense à Tela, Statera. Ouais. Ben oui, puis tu sais, le core de l'entreprise, c'est toujours Novatize. Ouais. Puis là, le focus, puis tout ça, mais... C'est né un petit peu d'une idée folle il y a une couple d'années. Finalement, une idée folle qui est quand même qui était intéressante. Là. Mais on avait tellement de gens spécialisés dans différents domaines du e-commerce qu'on s'est dit pourquoi pas en bénéficier tout le monde ensemble, puis créer des marques, puis avoir du fun là-dedans, puis un beau playground pour amener ça à un certain niveau. Pourquoi pas en dégager aussi une croissance, puis tout ça. Fait que tu sais, c'est venu d'une idée vraiment simple autour de ça. Puis après ça, ben, on a matérialisé ça aussi en s'associant avec des gens qui voulaient driver ces marques-là. Puis ça, je pense que c'est quand même un aspect important de la chose, là, d'aller chercher des gens qui vont driver ces initiatives-là. Donc, dans les deux cas, les deux marques que tu as mentionnées, Stella, qui est des accessoires canins, puis Statera, qui est du gin sans alcool, on est allé chercher des entrepreneurs qui avaient l'expérience là-dedans ou qui avaient une passion là-dedans puis qui voulaient le faire vivre. Fait que je te dirais que, tu sais, c'est né de ça, mais ce qui est vraiment le fun aussi, c'est que, puis par après, là, c'est pas sans challenge, hein, le e-commerce, t'as pas besoin de juste de l'expérience e-commerce pour runner une business. La logistique aussi qui vient avec ça. La logistique, c'est juste complètement différent aussi, monter une marque au consommateur que gérer une entreprise de services. Fait que, ça prend un mindset, là, maintenir un cash flow pour de l'inventaire aussi. Là, c'est pas la même chose. Là, c'est un défi que nos clients, maintenant, on sait ce qu'ils vivent tout le temps aussi. Puis, fait que c'est ça aussi l'affaire, c'est que là, on sait ce que nos clients vivent. Des fois, on arrive, on a eu le même problème que toi sur telle chose, voici comment on l'a réglé. Puis tu sais, c'est sûr que c'est pas nécessairement les entreprises qui sont au scale ou à la grandeur de nos autres clients chez Novatize, mais des fois, on serait surpris de voir à quel point les petits défis, ils sont vécus partout, tu sais. Puis c'est la même affaire, puis la solution est pas tout le temps 10 fois plus compliquée, tu sais. Des fois, c'est la même solution, dépendamment des tailles. Fait que d'avoir la tête dedans au day-to-day, puis d'avoir des gens qui remontent certains problèmes sans filtre aussi, puis que c'est comme, OK, on a une équipe qui est là pour ça, ça aide à avoir ces petites affaires-là puis à prévenir des bobos. Fait que ça c'est vraiment le fun. Vous êtes créé des business un peu pour aller connaître la réalité des clients. Fait que c'est sûr qu'on crée une business pour en tirer de la valeur, créer de la valeur pour le client puis pour l'entrepreneur, mais là, en plus, vous créez de la valeur un peu pour l'entreprise de service avec vos entreprises produits
en vous imposant la même réalité que vos clients en service. Ouais. Très cool, très Ouais, stratégique. écoute, ouais, c'est... C'était-tu voulu, ça, à la base, ou vous avez réalisé qu'il y avait un avantage Ok. aussi pour le service? OK, bon, en toute transparence, je pense qu'on était plus coquille au début qu'après ça, parce que la réalité, c'est que tu commences, ah ben oui, on a tout ce qu'il faut pour le faire, tu sais, puis là, tu fonces, tu regardes en bas, puis tu fonces, puis tu le fais. Mais finalement, tu sais, après ça, tu commences à avoir un challenge, puis un autre, puis tout ça, mais c'est là où on a vraiment vu la valeur. Je te dirais qu'au début, on le savait qu'on allait avoir des challenges, puis après ça, plus il arrivait, plus on était comme, OK, là, tu sais, on vient de vivre ça, puis on a tel client, là, c'est exactement le même modèle d'affaires, on sait qu'il vit la même chose en ce moment. Faites un coup de téléphone, on dit, hey, t'as-tu tel problème? C'est comme, ça fait 4 ans que je vis avec le problème. Là. OK, bon, ben, regarde, on vient de le régler. Fait que let's go. Puis là, on a commencé à avoir vraiment des valeurs ajoutées pour ça. Fait qu'au début, on était peut-être plus, je sais pas, en mode, OK, on fait ça, puis on crée de la valeur plus dans la marque, puis ça. Puis après ça, on a vu vraiment des belles synergies s'installer. Là. Fait que, Cool. Ouais, vraiment. Puis, J'en rajoute un morceau. Là. Absolument. Je trouve bien intéressant de voir aussi, on part de service, tu as besoin d'un laptop, tu as besoin d'un serveur web, pas besoin de grand-chose, tu es opérationnel, tu commences à travailler, tu crées de la valeur. Là, tu fais le switch pour des produits, de l'inventaire, du physique. Là, tu as un gros overhead avant de commencer à toucher à ta valeur, puis c'est un nouveau modèle d'affaires complètement. Ouais. Ça a été naturel, ça a créé des heurts. C'est la même personne qui travaille dans les deux systèmes. Ça a été naturel. Écoute, je te dirais, ce que j'ai trouvé le fun, c'est que ça a permis de revivre, tu sais, un petit peu au début, tu t'adaptes, là, tu sais. Dans le service, l'autre réalité, c'est que faut que tu vendes puis tu produises, sinon t'as rien qui rentre, là, tu sais. Là, il faut que tu ailles chercher une capacité avant, tu sais, où tu mettes un petit peu plus, on va dire, tes reins sur la table avant de commencer à générer des ventes, puis ça. Fait que je te dirais, tu sais, à chaque défi qui arrivait, on se reposait la question, ouais, OK, mais là, on est habitué de gérer de même, mais c'est la même chose là? Pas nécessairement. Fait que, tu sais, il y a l'instinct qui embarque, mais après ça, il faut quand même que tu te dises que tes réflexes usuels sont pas nécessairement tout le temps les bons ou les mêmes à appliquer dans un autre contexte. Mais c'est pour ça aussi que, comme je disais tantôt, c'est important d'avoir des bons drivers dans ces entreprises-là qui ont vraiment... tu sais, je le ferais pas on le ferait pas s'il n'y avait pas quelqu'un à temps plein dedans qui pouvait s'y pencher parce que ça marcherait pas. C'est une entreprise. Mais c'est ça. Fait que, là, vous êtes les 3 partenaires de Novathèse, mais vous n'êtes pas genre spécifiquement attitrés à ces compagnies-là. Il y a quelqu'un à la tête de ces compagnies. Absolument. Ouais. Qui va gérer la marque, qui va s'assurer que tout roule bien. Nous, on est là en support. On donne des moyens, une équipe. On va aider, exactement. Puis un accès à tout ça. Puis, mais après ça, on veut que ça devienne des décisions indépendantes. On veut que ça ait son propre ADN aussi, puis que ça grossisse. Donc, on veut pas... ça va être bizarre comme mot, on veut pas contaminer ça, bref. Oui, je comprends. Puis, est-ce que vous avez juste Stella? Ben, juste. Vous avez Stella et Statera? Oui, ben en fait, on en avait une troisième, mais je te dirais que... C'était quoi? Ça s'appelle encore Nudge, qui est plus dans les consommables, fait que produits... on avait lancé ça pour vraiment aller dans le marché américain avec une marque qui était produit de consommation, il faut venir par le dire, là, dentaire et hygiénique. Là, fait que, on avait... Hygiène dentaire. Oui, hygiène dentaire, merci beaucoup. Rien. Fait que tout ce qui était... Oui, exact. Fait que tout ce qui était pâte à dents, brosse à dents, on avait un rince-bouche concentré aussi, mais tout était fait de façon vraiment naturelle. Fait que on avait des grandes valeurs de développement durable aussi dans ce projet-là. Mais voyez-vous, c'est un projet qu'on se dit, tu sais, sur 3, c'est celui-là qui est peut-être un petit peu moins en décollage. Mais écoute, on a appris énormément. Puis on a quand même réussi à bâtir une audience aux États-Unis, puis tout ça. Après ça, tu sais, c'est une question, à un moment donné, on s'est dit, ben là, faudrait-tu qu'on ait quelqu'un là-bas, full-time, qui fait ça? Puis honnêtement, on est en train de regarder les options puis tout ça pour regarder ça, mais tu sais, on apprend, hein? Fait que après ça... À la conquête des USA, c'est cool, man. On entend parler d'eux partout. Ils entendent peu parler de nous. On renverse la donne, man. Ça serait le fun, ça. Yes, on met le Québec j'aime sur ça. la map. Il faut. Puis là, je reviens encore un peu à notre conversation plus application mobile. Tu nous as parlé un peu de AI. On n'a pas le choix de parler de AI. Tout le monde en parle tout le temps. Ouais. Qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet-là? Qu'est-ce que tu dis sur le AI? Ouais. Lance-toi. Qu'est-ce qui est... Ben, ouais, c'est ça. Vas-y. Non, c'est une bonne question. Une bonne question bien formulée. En fait, ben, tu sais, moi, je fais toujours attention parce que je ne sais pas à quel point AI, on peut qualifier ça d'un buzzword, là, dans le sens où c'est juste quelque chose qu'on entend extrêmement parler en ce moment-là. Fait que, on va dire une tendance très, très présente et émergente là, qui est là pour rester. Tu
sais, je pense que c'est important après ça de regarder concrètement qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, Ouais. c'est quoi les bonnes applications, puis c'est aussi que tu as un risque d'implémenter ça. Fait que je pense que c'est tout le temps ça, là, de garder une tête froide par rapport à ces sujets-là. C'est sûr, ça va changer la game, là, dans le sens où c'est vraiment... Puis, tu sais, on le voit déjà, là, ça a été implémenté à une vitesse folle dans des solutions comme Shopify, là, qui faisait une démo aujourd'hui, leur nouvelle édition été, puis tout ça, puis ils en rajoutent. Notamment dans des outils de service à la clientèle pour donner des réponses automatiques basées sur tes politiques de magasinage, tes politiques de magasin. Donc, tu sais, il y a tout plein de choses qui vont aider aussi je dirais, tu sais, les gens, il ne faut pas penser que ça va remplacer des emplois ou tout ça. Tu sais, il y a un problème de main-d'œuvre dans le marché. Ça va juste automatiser certaines tâches que les gens ont peut-être même pas envie de faire, puis après ça, élever les gens à d'autres niveaux, nécessairement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Puis, tu sais, après ça, comment concrètement ça peut être implémenté? On regarde tout le temps l'espèce de au final, qu'est-ce que ça donne sur l'expérience utilisateur, puis aussi les... comment on appelle ça? Voyons, la prédiction. Là, fait que, on imagine tout qu'à un moment donné, nos plateformes vont être capables de savoir c'est quand il me manque de papier de toilette pour me le commander automatiquement. Ils vont te le coudre en direct, puis ils vont te l'envoyer par la poste. Exactement, on est rendu là. Fait que tu sais, à un moment donné, oui, clairement, puis tu sais, la frontière entre le physique et le numérique aussi va blender, puis ce genre de choses-là va arriver, mais là, on est au début, puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est des gens qui vont l'appliquer vraiment dans des pratiques courantes de programmation, par exemple. Fait que, tu sais, des choses qu'on voit, c'est impliquer, mettons, de l'intelligence artificielle quand tu bâtis un connecteur de données, par exemple. Ben, souvent, tu vas dire, OK, tel système utilise tel champ qui est, je sais pas moi, qui s'appelle prénom, puis qui est formaté de telle façon. Dans l'autre système, ça s'appelle first name, puis il est formaté de telle façon. Ben là, souvent, tu es obligé de faire des opérations manuelles pour mapper ça, bâtir tes connecteurs. Mais là, les intelligences artificielles, quand tu vas les intégrer dans ce genre de solution-là, vont être capables de tout détecter ça. Puis, fait que, bref, ça va accélérer le développement énormément aussi de certaines solutions. La data aussi, ça va permettre d'avoir de la data qui est plus clean. On dit souvent que ça prend de la donnée pour faire bien fonctionner une intelligence artificielle. Mais des fois, ça peut être the other way around, puis dire l'intelligence artificielle peut nous aider à avoir de la bonne donnée. Fait que c'est là aussi où ça va comme, je pense, créer un cercle, en tout cas, qui va être vraiment intéressant à regarder dans le futur pour améliorer ça. Fait que, écoute, il y a tout plein d'affaires à faire avec ça. Après ça, c'est de dire c'est où qu'on met les énergies, puis qu'on construit quelque chose qui a vraiment de la valeur, puis qu'on n'est pas juste dans le flafla. Puis, fait que, ouais, écoute... Ouais, c'était une question large, puis une belle réponse. Réponse large. Impeccable. Écoute, moi, il faut m'arrêter quand je commence à parler d'IA. Je suis un peu obsédé de ce temps-ci. Il a traduit AI aussi, je tiens à dire. C'est bien. Je serais jamais assez éduqué sur la question, mais mettons qu'on tombe dans le plus spécifique. Moi, j'aime jouer un anticipateur, puis essayer de deviner justement c'est quoi 3, 5, 10 ans d'ici. Tu l'as vu à l'œuvre. Moi, je la vois aller dans mes équipes aussi. L'IA, elle transforme mon travail autant que celui de mes collègues. Faut y laisser de la place, sinon on n'est plus compétitif. En même temps, il y a eu le moratoire dernièrement que j'ai trouvé très intéressant. En effet, ça va vite. Puis, dans quelle direction ça s'en va? Pour le moment, on ne le sait pas exactement. On parle de création de valeur, c'est clé, là, c'est sûr. On parle d'éthique aussi beaucoup. J'ai de la misère à y faire de la place en étant absolument confortable. Fait qu'il y a une espèce de barrière psychologique aussi. J'ai l'impression qu'on n'a pas le choix. Je le vois comment ça va débloquer justement le travail des devs. Fait que tout ça pour dire l'impact concret dans mes équipes, je le vois. On n'a pas ouvert les gates encore pour l'IA, mais le portail, I guess, en français. Ouais. Mais de votre côté, justement, concrètement, dans les 3 prochaines années, si tu ouvrais ce portail-là, il se passe quoi? Ben, moi, j'ai une approche aussi, je sais pas si le mot protectionniste est bon, là, mais... faut l'utiliser, en tout cas, en ce moment, en first draft, qu'on va appeler. Il faut tout vérifier ce qu'elle va faire. Ouais. Elle est là pour, justement, te faire une ébauche, te montrer ce que tu vas avoir. Puis après ça, il faut que tu valides que c'est ce que tu veux. Fait que, tu sais, quand tu dis ouvrir les gates, moi, je suis pas prêt à dire je la laisse travailler puis dans cette direction-là, puis je regarde pas ce qui se passe, puis 10 jours plus tard, je regarde qu'est-ce que j'ai. Je pense que c'est important aussi. Puis tu l'as dit, parce qu'il y a des enjeux éthiques puis d'autres choses aussi qu'à un moment donné, on n'a pas le choix d'avoir un regard et un jugement humain là-dessus. Mais écoute, dans les 3 prochaines années, on en a parlé un peu tantôt, là, mais la prédiction là-dessus, c'est assez incroyable. Là, plus on est capable d'avoir de données sur comment les gens consomment puis qui ils sont,
plus on est capable de faire des recommandations, d'automatiser des achats, puis que ce soit correct aussi. Puis, tu sais, des fois, on a peur de ce que ça peut faire, mais justement, généralement, tu sais, quand tu bâtis un système ou tu fais quelque chose, tu vas souvent avoir des processus d'approbation. Ouais. Tu sais, je pense pas que tu vas commencer à te faire envoyer n'importe quoi à la maison du jour au lendemain. Là, tu vas l'approuver. Fait que, tu sais, je pense que ça va être juste d'y aller dans la pertinence, puis plus il va y avoir de pertinence, mieux ça va être. Tout, comme je disais tantôt, ouvrir, tu sais, mettons, on ouvre les portes là-dessus, là, il y a beaucoup de problèmes. Je vais peut-être être tannant avec ça, mais avec la donnée, puis avoir la bonne donnée à différents endroits. Tu sais, tu prends des canaux d'acquisition comme Google qui vont dire, ben oui, moi, je t'ai fait faire tant de ventes. Facebook va dire, moi, je t'ai fait faire tant de ventes. Tu additionnes les deux, ça donne plus haut que ton chiffre de vente. Là, t'es comme, il y en a un des deux où il y a les deux qui en prend pas mal. Là, fait après ça, c'est intéressant, puis après ça, t'en as plein d'autres. Puis t'as ce cas-là, pas juste dans l'acquisition, mais dans d'autres affaires. Fait qu'après ça, c'est intéressant juste de venir utiliser ça. Puis il y a plusieurs outils qui l'offrent aussi, mais de pousser ça encore plus loin, puis de vraiment avoir un portrait clair. Puis je pense que ça peut nous aider à juste prendre la meilleure décision humainement. Là, fait que plus ça. Mais... Écoute, c'est difficile de se projeter avec tout ce qui se passe dans 3 ans, mais c'est sûr que ça va tellement vite. Ouais. C'est un peu même que je le vois aussi, le plus l'utiliser justement pour faciliter, améliorer l'expérience humaine puis le travail qu'on fait au quotidien. Là, je pense que sans venir remplacer, mettons. Exact. Ouais. Tu peux automatiser des choses jusqu'à un certain niveau en y donnant des limites puis tout ça. Mais tu sais, je pense que là, quand ça s'en vient sur un point de vue intrusif d'achat ou d'autres choses, ben là, après ça, tu as des choses à valider avec les utilisateurs. Là, mais... Oui, ça peut aller loin. S'ils sont en charge de système d'approvisionnement de l'épicerie puis que ça va pas bien, moi, je ne sais pas chasser. Il n'y a pas de jugement. Là. Ça prend quand même le jugement humain. Là. Mais là, le temps file et on va déjà skipper à la dernière question. Là, on a parlé de court, moyen terme AI, mais là, court, moyen terme, Novatez, qu'est-ce qui vous attend? Pour toi aussi? Pour moi aussi? Ah, merci. Ça va beaucoup être sur Novatez. Mais non, écoute, nous autres, on est assez simple là, dans le sens où on veut juste continuer de travailler avec des belles entreprises qui veulent se démarquer. Je te dirais que je pense qu'on veut aussi pousser, tu l'as dit tantôt, Alex, puis moi, c'est une valeur qui me rejoint beaucoup, là, mais montrer le talent qu'on a au Québec à l'international. Là. Moi, il y a quelque chose qui m'énerve beaucoup. Là. J'ai l'impression que des fois, on s'en va aux États-Unis, puis on est au Canada, puis on est perçu comme étant du cheap labor. Vraiment. Je comprends pas. Là, on est au moins aussi bon, sinon meilleur, dans plusieurs des industries technologiques. Fait qu'on est quand même un hub assez important. Fait que c'est de mettre ça en valeur, puis juste de montrer, puis d'en faire bénéficier aux marques québécoises, de les amener à l'international, de prendre d'autres marchés, d'être plus bold. Fait que ça, je te dirais que c'est quelque chose qu'on veut pousser de l'avant. De le faire correctement aussi avec les marques qui veulent arriver au Canada, etc. Fait que, de pousser beaucoup cet aspect-là puis de les accompagner à toujours repousser certaines frontières. Toutes les nouvelles technos sont quand même qui sont émergentes, comme les AI, les AR, puis tout ça qu'on a discuté. D'implémenter ça là-dedans de façon correcte. Fait que, non, je te dirais que juste de continuer dans cette voie-là puis de bien faire les choses, ça va être bien. Cool. Ça fait partie intrinsèquement de mon why entrepreneurial. Le rayonnement du Québec, le projet n'est pas juste Novatez, Third Bridge, whoever. Ouais. On a un projet québécois aussi, puis on se doit de le faire rayonner à l'international. Absolument. Music to my ears, Frank. Ben, là-dessus, on se fait un petit mic drop. Merci énormément, François Jérôme. J'invite tous nos auditeurs à te suivre sur LinkedIn, voir ce qui se passe avec Novatez. Es-tu actif sur LinkedIn? Nous, on est passionnés. Suivez Novatez. Novatez, c'est mieux. Ajoutez-moi aussi, mais suivez Novatez, ça va poster plus souvent que moi, je pense. OK, ben merci beaucoup. Premier invité, je pense que c'était super. On n'aurait pas pu choisir mieux. Merci. Ah oui, c'était le fun. Merci. Merci, Bye. Virge.